Bonjour et bienvenue donc dans ce nouveau numéro des questions éco. Le travail, une source de revenus pour la classe moyenne, une source de dignité. Et le travail en République démocratique du Congo devient de plus en plus une denrée rare, difficile à trouver. Les peu de ceux qui l'ont trouvé déplorent les mauvaises conditions dans ce qu'ils font, dans la manière de travailler. Est-ce un problème de gouvernance? C'est au fait la question qui nous a hanté l'esprit, et pour tenter de répondre à d'autres questions de ce genre qui nous ont traversé la tête, nous avons résolu de rencontrer l'une des bouches autorisées des fonctionnaires et agents de l'État. Il s'agit donc de M. Fidèle Kiangui, qui est le président de l'intersyndicale nationale de l'administration publique. M. Kiangui Fidèle, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Vous allez bien? Non, je veux bien. D'entrée de jeu, vos fonctionnaires, vous travaillez quand même dans de bonnes conditions ici en République démocratique du Congo? Non. Pourquoi? D'emblée, je vais dire non. Comment ça? Parce que le gouvernement congolais, je vais dire qu'il ne connaît pas la valeur du travail que doit réaliser le fonctionnaire. Il ne prend pas avec beaucoup d'importance les services que rend le fonctionnaire à la population congolaise. Est-ce que les conditions dont vous parlez concernent quoi? Les tâches, l'environnement ou les outils que doivent utiliser les travailleurs? Toute question dont vous parlez, que ce soit les conditions de travail, que ce soit les conditions salariales, que ce soit les conditions... Les traitements dans sa globalité. Les salaires ou les déplacements, comment les fonctionnaires congolais vivent, tout est à déplorer. C'est à déplorer pour vous en convaincre. Il suffit de passer devant le bâtiment administratif qui abrite la fonction publique. Vous vous rendrez compte déjà de l'état délabré de ces bâtiments. Il faut aller le voir. Mais déjà, vous avez un ministre actuel d'ailleurs qui s'affiche bien, qui apparaît très bien, très propre. Comment les bâtiments déjà de son ministère doivent être, comme vous comptez les qualifier? Oui, il s'affiche propre, lui, en tant que ministre. C'est ça la vérité. Mais les bureaux, l'environnement dans lesquels... L'environnement dans lequel travaillent les fonctionnaires reflète ce que notre ministre présente comme image à la télévision, à la radio, ou partout où il passe. J'ai dit non. Il est vrai que les ministres actuels, pour ne pas les citer, son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de la fonction publique, Yahou Eboa, Jean-Pierre, il se bat. Il veut que ça marche. Il veut que ça change. Parce que les conditions dans lesquelles il a trouvé les fonctionnaires, dans lesquelles il nous a trouvés, ce sont des conditions dans lesquelles aucun fonctionnaire ne peut donner le meilleur de lui-même. Alors pourquoi et comment améliorer ces conditions? Mais ça dépend de la volonté du gouvernement. Quelle est l'importance, quelle est la place que le gouvernement donne à l'administration publique? Quelle est la place que le gouvernement congolais donne à l'administration publique? Est-ce que le gouvernement congolais... Est-ce que le gouvernement congolais... disait nos membres des cabinets, on n'a pas besoin de fonctionnaires, par exemple. Le gouvernement congolais a-t-il une politique en ce sens-là ou une politique pour le secteur? Non, les textes sont là, c'est écrit. Mais maintenant, il faut une volonté politique. L'applicabilité. Oui, c'est dans l'application que nous pêchons. Tout est prévu. Mais dans l'application, nous passons par où? Non. Vous allez voir. Mais moi, je vous demande pour vous en convaincre. C'est question d'entrer même dans le bâtiment qu'abrite la fonction publique. Entrez dans le bâtiment, allez voir partout où les agents et fonctionnaires de l'État travaillent.
vous n'alliez pas poser la question parce que déjà ce que vous alliez voir allait vous permettre de tirer des conclusions. Bref, les fonctionnaires congolais travaillent dans des conditions inhumaines en République démocratique du Congo. Bref, faute de quoi? Faute de l'absence de la volonté politique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gouvernants congolais ne savent pas que sans l'administration, ils ne peuvent pas bien travailler. Ils ignorent que l'administration publique, c'est la colonne vertébrale de tout gouvernement. Alors que nous avons des exemples. La Belgique a fait 1 année sans gouvernement, mais l'administration a géré le pays. Mais c'est pas À expédier les affaires courantes. Mais même pas les affaires courantes, ils ont géré le pays. La Belgique n'avait aucun Premier ministre, n'avait pas de gouvernement. Mais c'est l'administration qui a géré le pays. Donc nous voulons, tout en reconnaissant que nous sommes, semble-t-il, un pays pauvre ou un pays jeune. La volonté de l'actuel gouvernement est là pour améliorer les choses, pour faire avancer les choses, pour mettre les fonctionnaires dans les conditions qu'il faut pour qu'ils travaillent. Mais il me semble qu'il y a un problème de moyens qui se pose. Sinon, comment pouvez-vous comprendre? Je vous donne un exemple. Qu'il y ait des centenaires qui continuent à travailler dans l'administration publique congolaise, nonagénaires, octogénaires, dans l'administration publique. Qu'est-ce qui freine la mise en retraite? Qu'est-ce qui freine la mise en retraite? Imaginez-vous d'abord, ça je vous veux que vous puissiez d'abord vous interroger. Quelqu'un qui a 100 ans, il continue, semble-t-il, à être fonctionnaire. Pour donner quoi? 90 ans, 80 ans. Qu'est-ce qu'il devient? Il vous donne quel résultat? Quel résultat? Alors que la loi prévoit qu'à 65 ans, vous devez aller à la retraite. Alors imaginez-vous, je vous donne un cas de figure. Quelqu'un qui, à 65 ans, le gouvernement congolais qui devrait le mettre à la retraite ne l'a pas mis à la retraite. Mais il meurt à 90 ans. On dit non. Il est mort en cours de carrière. Il n'a pas droit aux indemnités de fin de carrière. Il n'a droit à rien. Est-ce que c'est normal? Vous devriez, moi, me mettre à la retraite à 65 ans. Vous, gouvernement congolais, vous ne l'avez pas fait. Vous m'avez laissé errer. Jusqu'à 90 ans, jusqu'à 100 ans, je meurs. Vous dites à ma famille, je n'ai pas droit aux indemnités de sortie. Est-ce que nous sommes réellement dirigeants? Est-ce que nous sommes réellement gouvernants? Posons-nous la question. Regardons-nous en face. Ça aurait été votre papa. Vous, ministre. Vous, premier ministre. Vous, président de la République. Cet homme-là, vous, président de l'Assemblée. Vous, président du Sénat. Cet homme-là serait votre papa. Jusqu'à 100 ans. Vous ne l'avez pas mis à la retraite. Il meurt et vous dites qu'il n'a pas droit aux indemnités de sortie. Est-ce que c'est compréhensible? Et nous voulons quel type de pays? Nous voulons quel type de Congo? C'est là la grande question. Donc, ce sont les exemples que je vous donne pour vous montrer que les fonctionnaires de l'État congolais que nous appelons agents des carrières des services publics de l'État n'est pas considéré dans notre pays. Alors, vous êtes la voix des sans-voix au milieu ou dans les rangs des fonctionnaires et agents de l'État. Est-ce que vous êtes quand même fier de votre traitement salarial? Non. Comment je vais être fier d'un salaire qui avoisine, qui n'atteint même pas le budget d'un chien? D'un chien? D'un chien, de ceux qui gouvernent le pays. Mais allez voir le budget des chiens. Lorsque vous donnez à un fonctionnaire, aujourd'hui, l'huissier, vous lui donnez 120 $, donc 240 000 francs congolais. Il doit payer la maison parce que déjà c'était ça. Non, attendez. Pour solde tout compte, vous lui donnez 240 000 francs congolais. C'est pour qu'il en fasse quoi? Alors, à Kinshasa ou à l'intérieur du pays? Allons voir les gouvernants, les chiens ont quel budget?
C'est révoltant. Allons voir. Ils mettent du carburant par jour de combien dans leur véhicule? Pour ceux qui ont des cortèges, parce qu'il y en a. Combien ils mettent? L'entretien du charroi. Vous donnez à un Congolais, parce qu'il est fonctionnaire, 240 000 francs congolais, vous lui dites que c'est un salaire qu'on t'a donné. Voilà tous les problèmes. Et ces fonctionnaires congolais, je pose la question au gouvernement, il vient d'où pour venir travailler? Parce que vous ne lui donnez pas l'indemnité de logement. Selon vous, pour venir au travail, il vient d'où? De chez lui. De chez lui où? Parce que l'employeur lui doit l'indemnité de logement pour qu'il loue une maison. Mais vous ne lui donnez rien. Mais vous êtes fiers, vous êtes content de le voir au bureau. Mais il vient d'où? Posons-nous la question. Alors, parlons et vous lui donnez 15 000 francs de transport. C'est pour qu'il vienne au travail combien de jours? Je prends l'extrême. Il viendrait par Transco, aller-retour 500. Ça fait 1000. Il doit venir au travail combien de jours? 15 jours. Si avec 1000 francs, il peut venir et rentrer. Donc, au travail, il ne viendrait que 15 jours. Et la ration au travail? Et alors que la loi prévoit 26 jours de travail. Moi, je ne vais pas encore entrer dans tout ce que vous dites. Imaginez, vous prenez seulement ces deux cas. Et c'est à ces fonctionnaires-là à qui le gouvernement congolais demande de payer la motivation. L'hyper. Parlons un peu de l'affaire l'hyper. Pour les enseignants, là où étudient ses enfants, lui, il doit payer la motivation. Ça veut dire qu'à ces fonctionnaires-là, on lui demande de payer à l'école où étudie son enfant $200, $300 là, ou par trimestre, pour la motivation. Parce que maintenant, c'est avec le frais de motivation que les écoles fonctionnent. Le gouvernement ne débourse plus les frais de fonctionnement pour les écoles secondaires. Donc, les fonctionnaires qui a 240 000 francs congolais à la fin du mois, le fonctionnaire doit prendre l'argent. Dans ces 240 000, il préfinance, il finance le fonctionnement des écoles où étudie son enfant. Non. Alors, parlons un peu de l'affaire Hyper. Comment les fonctionnaires ont pris cette histoire? Dans quel état d'esprit? L'hyper aujourd'hui... Parce que déjà, vous avez un faible salaire, vous avez une prime qui est presque rien. Non, je ne voudrais pas dire qu'il n'y a pas des administrations qui ont des primes. Il y a des administrations, il y a des fonctionnaires qui ont des primes de 4 millions. Il y a des fonctionnaires qui ont des primes de 3 millions de francs congolais. Ça, je dois vous les garantir. Je dois dire la vérité. Mais pour moi, ça ne suffit pas. Parce que sur les 54 administrations qui comptent la République démocratique du Congo, il y a à peine que 15 administrations qui ont des primes. Toutes les autres administrations n'ont rien. Alors pourquoi ces 2 poids 2 mesures? Mais ça, la question, il faut la poser à ceux qui gouvernent. Posez-leur la question. Alors que le fonctionnaire, il est standard. Ça veut dire qu'on peut te prendre aux finances, on t'envoie à la jeunesse. On t'envoie à la culture. Vous imaginez, comment est-ce que celui qui est aux finances, qui est au budget, qui est à la fonction publique aux actifs, qui est au plan, va accepter demain? Évidemment, là où il y a les prix, vous lui demandez, bon, puisque tu es standard, tu peux aller à l'environnement. Mais il n'ira pas. Il ne va pas aller. Parce qu'il ne va pas, il va perdre les conditions dans lesquelles il était. Et vous l'amenez vers la mort. Et du coup, c'est l'administration de tout un grand pays comme ça qui a bâti. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a eu? On est même allé jusqu'à demander à ceux qui avaient des primes de payer les l'hyper de 15% sur les primes. Heureusement, nous saluons le président de la République. C'est rabattu à 3%. Nous saluons le premier ministre Sam Malukonde. Nous saluons la clairvoyance du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique. Nous saluons le ministre du budget et le ministre des finances qui ont compris. Et la ministre de l'emploi et du travail, vous ne l'avez pas cité, elle? Non, le ministre de l'emploi et du travail n'a pas de problème. Parce que lui, il s'occupe des entreprises publiques qui ont des autonomies administratives et financières. Ça veut dire que là, on utilise les barèmes d'impôts de la DGI
Pourquoi je ne peux pas les citer? Parce que chez eux, ils ont des indemnités de logement, ils ont des indemnités de transport, ils ont les allocations familiales dans les entreprises. Voilà tout. Mais à la fonction, il n'y a rien. Il n'y a rien de tout cela. Et au lieu de considérer les indemnités de logement, les indemnités de transport ne sont pas imposables. Vous voyez, si vous allez dans une entreprise publique, vous allez voir quelqu'un qui a une indemnité de logement d'1 million. C'est pas imposable. À qui on donne 1 million d'indemnité de transport, qui n'est pas imposable. Mais lorsqu'on donne une prime à un fonctionnaire, au fait, la prime qui remplacerait, en toute logique, l'indemnité de logement et l'indemnité de transport, on impose ça, 15%. Dieu merci. À Bibois 2021, nous avons obtenu les rabattements de 15 à 3%. Est-ce que c'est effectif aujourd'hui? Oui, c'est effectif. Là, nous saluons l'action du gouvernement. Nous saluons, c'est comme ça que d'ailleurs, je ne cesse de dire qu'avec le gouvernement Sama Lukonde, nous avons au moins eu des avancées. Quelque part. Quelque part. Il y a des avancées, bien que ça ne suffit pas. Mais ça ne résout pas le problème, mais il y a eu quand même des avancées. Nous devons les dire. Je ne peux pas cracher sur tout. Non. On a eu des avancées et maintenant, nous devons aller de l'avant. Donner aux fonctionnaires d'abord un salaire de base qu'il faut. Avec quel budget? Mais le budget, la loi budgétaire prévoit 14 milliards. Nous ne sommes pas l'autorité budgétaire. Alors, parce que nous parlons de votre traitement salarial, comment avez-vous digéré, vous fonctionnaires, cette affaire de $21 000? $21 000. Ma réaction en tant que représentant des masses laborieuses, si cela est vrai, si cette histoire est vraie, alors personne n'aime les Congolais. Même pas les présidents. Parce que ces députés-là, qui ont $21 000, ont été élus par la population. Personne n'aime les Congos, même pas les présidents. Non, pas les Congos, les Congolais. L'ennemi du Congolais à ce moment-là, c'est un autre Congolais. Parce que les députés, là, ils ont été élus par la population. Et parmi la population, c'est contre les fonctionnaires. Les épouses des militaires, les épouses des policiers, des médecins, infirmiers. Les médecins, les infirmiers et tous les enseignants. Ce sont eux qui font de vous des élus. Vous acceptez que vous ayez $21 000 et que lui, on lui donne $120. C'est quand même, à la limite, je vais dire, si cela est vrai, je pense, c'est criminel. Et donc, s'il faut proposer quelque chose pour pallier à cette histoire? Le chef de l'État l'a déjà proposé. C'est la réduction du train de vie des institutions. Si ça peut devenir une réalité, ça sera une bonne chose. Pour que, c'est vrai qu'on va me dire, mais il n'y a que 500 députés. Il n'y a que 109 sénateurs. Même si on réduisait, ça ne va pas régler le problème. Mais réduisons-les quand même. Mais il y a aussi un problème qui se pose dans vos rangs, vos fonctionnaires et agents de l'État, c'est le problème des fictifs. Les fictifs, ce n'est pas nous qui en créons. C'est pas nous qui recrutons. Nous sommes recrutés par un gouvernement. Les fonctionnaires ne se recrutent pas. Et donc la faute appartiendra à le qui? Fonctionnaire n'établit pas lui-même la feuille de paye. Non, c'est le gouvernement. Il appartient au gouvernement qui est l'employeur. Parce que le gouvernement, à la différence avec les autres couches de population congolaise, le gouvernement est notre employeur. Ça veut dire qu'il appartient au gouvernement de bien gérer les fichiers. C'est pas à nous. Et donc, ça va aussi de la faiblesse de l'inspection générale du travail. Parce que ça fait partie des élections. élections. Le travail ne vient pas inspecter les fonctionnaires, il va inspecter les travailleurs qui sont régis par les codes du travail. Alors, ici, chez nous, il y a une inspection générale de la fonction publique. Si vous allez au secrétariat général de la fonction publique aux actifs, il y a une inspection. Et vous avez des secrétariats généraux qui déclarent les agents qui travaillent chez eux.
Vous devez remonter la filière du secrétaire général aux DGRH, la Direction générale des ressources humaines de l'administration publique congolaise, et vous allez à la direction de la paix pour identifier d'où vient le problème. Vous parlez toujours au nom de ceux que j'ai appelés tantôt les sans-voix. Vous avez rencontré dernièrement M. Jules Alinguetti. Oui. Quel était le dessous des cartes de votre rencontre? Non. Il nous avait reçu dans un premier temps, comme il a reçu toutes les structures de la société civile. Il a commencé par les étudiants, les journalistes, les ONGD, et il a reçu les syndicats que nous sommes. Et après nous avoir reçus, il a jugé utile que nous puissions avoir une convention, parce que ce qu'il fait comme patrouille financière est combattu par des réseaux mafieux. Et c'est comme ça que nous avons accepté. Et donc, un partenariat. Vous comptez l'accompagner à quel niveau? À là où il a besoin de nous. Pour qu'on ne puisse pas dire les mensonges. Je m'en vais vous donner l'exemple. On disait, M. Gilles Alinguetti règle les comptes aux gens. Mais ce qu'il fait, c'est un travail, si c'est bien fait, mais c'est un travail qui sauve le pays entier. Regardez, vous gérez une entreprise de l'État. On vous laisse gérer, vous voler, vous détourner, vous constituer de fonds jusqu'à 50 millions, 100 millions de dollars de détournés que tu as gardés. Et on demande à l'inspection générale des finances de venir faire un contrôle a posteriori. Il vient, l'inspection arrive, elle trouve que vous avez détourné 100 millions de dollars. En principe, on doit aller prendre de l'argent et le verser dans les comptes du trésor. Malheureusement, l'argent est déjà dépensé. Mais vous avez cet argent-là, même si vous ne l'avez pas encore dépensé. Vous dites que je n'ai pas cet argent. Qu'est-ce que l'inspection fait? Il vous défère devant les cours des tribunaux. Mais avec 100 millions de dollars, qui est-ce que vous ne pouvez pas acheter? Ne pas acheter même vous allez perdre le temps pour rien. Même si on l'envoyait en prison. Il dit je n'ai pas l'argent. Vous l'envoyez en prison. Bon, un juge les condamne par exemple à 2 ans avec sursis. Est-ce que l'argent est rentré dans les comptes du trésor? Vous l'avez condamné parce qu'il a détourné. Mais les vides restent. Mais l'argent qu'il a détourné, est-ce que c'est rentré dans le compte du trésor? Non. Et surtout qu'il est condamné avec sursis. Ça veut dire qu'il ne va pas en prison. Qu'est-ce que le gouvernement gagne? Mais maintenant que le chef de l'État a décidé que la patrouille financière, le contrôle se fasse a priori. C'est-à-dire que vous voulez dépenser, dites-nous, vous voulez dépenser pourquoi? La dépense concerne quoi et comment? Est-ce que vous avez payé le fisc? Est-ce que vous avez payé les cotisations de la CNSS? Est-ce que vous avez payé toutes vos taxes? À quoi est-ce que c'est mal? Le mal, c'est où? Que de dire non, la patrouille financière, l'IGF se mixe dans la gestion. Non, vous gérez votre entreprise. Mais dites-nous seulement, vous voulez dépenser combien? Autant, pourquoi? Nous voulons savoir ça avant que la dépense ne s'effectue. Avant que l'argent ne prenne les larges. Moi, je pense. Voilà pourquoi nous avons accepté de signer la convention avec l'IGF. Pour que nous puissions servir de témoignage, que nous soyons des témoins de la population. Même si on vient dire que non, il cogère, non, il ne cogère pas, mais il veut savoir, tu veux dépenser l'argent pourquoi. Et dans cette convention, qu'est-ce que vous attendez, vous, fonctionnaires de l'IGF? Vous attendez quoi? Nous attendons l'amélioration de la gestion des entreprises. L'amélioration de tout ce qui est fonds publics de l'État. Pourquoi? Parce que si on empêche les gens à récupérer, à prendre l'argent frauduleusement, ça va permettre à ce que les travailleurs dans les entreprises n'aient pas des alliés. Ça va permettre à ce que l'argent que l'État va récupérer puisse permettre à ce qu'on paye les agents qui ne sont pas payés. Dans l'administration publique, il y a près de 370 000 NP. Il a été prévu en 2018 que les derniers des fonctionnaires, un huissier, aura $200. Qu'en est-il aujourd'hui? Non, je vous ai dit que l'huissier a $120. L'huissier a $120.
aujourd'hui. Évidemment, si le taux reste à 2000, mais comme le taux a commencé à galoper, il n'a même plus de 120. Il se retrouve à 115. Marquons une pause. Nous allons suivre la ministre du Travail, Emploi et Prévoyance sociale. Il a donné un discours hier. D'ailleurs, vous avez assisté à cette cérémonie du lancement officiel de l'atelier résidentiel de l'élaboration des outils de sélection des candidats inspecteurs et contrôleurs du travail et agents de l'administration de l'inspection générale du travail. Et nous revenons juste après ces discours. En référence au nouveau cadre organique de mars 2016, l'inspection générale du travail devait compter en son sein 1377 inspecteurs et 1002 contrôleurs de travail, soit un total de 2379 agents pour couvrir toute l'étendue de la République démocratique du Congo. À ce jour, ce service public ne dispose que de 85 inspecteurs et 132 contrôleurs de travail, soit un effectif de 212 agents, dont plus de 81% sont éligibles à la retraite. Comprenez qu'avec un pays continent comme la République démocratique du Congo, il est très difficile à ces services d'être à la hauteur de la tâche et des responsabilités qu'ils doivent assumer. Pour mettre fin à cette situation et assurer des conditions de travail décentes aux travailleurs congolais, le gouvernement de la République, par le biais de mon ministère, a décidé de redynamiser ces services publics en procédant au recrutement, à la formation, à l'équipement et au déploiement de 2000 inspecteurs de travail sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. Fidèle Kiangi, président de l'intersyndicale nationale de l'administration publique. Vous venez de suivre la ministre, Madame Doussi. Quel commentaire placez-vous par rapport à ce discours? Bien, elle a parlé du nombre des inspecteurs et des contrôleurs qui devraient être de près de 2000 et quelques, alors qu'on en compte que 185. Elle a raison. C'est bien qu'on puisse recruter les inspecteurs et les contrôleurs du travail, mais la grande question qui se pose, on les recrute pour en faire quoi? Pour qu'ils fassent quoi? Moi, c'est la question que je me pose. Dès lors qu'on paye, parce que je veux vous informer que les inspecteurs du travail et les contrôleurs, ce sont des fonctionnaires de l'État. Vous ne les payez pas bien. Vous lui donnez 240 000 à la fin du mois. Mais vous l'envoyez aller inspecter. D'aller contrôler, aller inspecter. Vous attendez quel résultat? Même s'ils sont à 10 000, vous attendez quel résultat? Ceux qu'ils vont recruter, ou ceux qui seront recrutés, oui, c'est bien beau. Mais il faut voir dans quelles conditions les aînés travaillent. Mais allez dans les bâtiments, dites le bâtiment Kimpoko, allez voir dans quelles conditions les inspecteurs du travail sont en train de faire le travail pour la République. Parfois, il fait sombre, il n'y a même pas de lumière. Et ceux que vous allez recruter vont travailler dans ces conditions-là. Et vous allez... Est-ce que c'est même informatisé? Non, je ne vais rien vous dire, vous êtes journaliste. Le bâtiment Kimpoko est connu, c'est à côté de la CNSS. Allez-y voir. Dans quelles conditions ceux qui sont déjà là, les inspecteurs du travail qui sont là, dans quelles conditions ils sont en train de servir la République? Je vais même vous demander de descendre à la 15e rue, là où se trouve la division, la direction provinciale de l'inspection du travail. N'allez pas maintenant attendre qu'il pleuve, que la pluie revienne. Et si vous allez, vous aurez les moyens d'accéder même dans ces bâtiments. Mais le Premier ministre, c'est même lui qui a lancé officiellement cet atelier. Il était présent là. Est-ce qu'il est au courant de tout ce que vous faites? Mais pourquoi ils ne sont pas allés lancer ces travaux-là à la 15e rue? Pourquoi quand il faut lancer de pareilles activités, vous allez à Rotana, vous allez à Congo Fleuve Hôtel, vous allez au Grand Hôtel, mais allez
là où c'est sur place, là où ils travaillent. Allez lancer ça là-bas, comme ça nous allons voir dans quelles conditions ces gens-là travaillent. Pourquoi ils ne sont pas venus, ils ne sont pas allés à l'immeuble Kimpo? Puisque si vous voulez recruter les inspecteurs, mais allez à l'immeuble Kimpoko qui abrite l'inspection du travail. Allez lancer les travaux là-bas. Allez lancer l'atelier là-bas. Et ils veulent aller même organiser l'atelier à Bibois. Dans les bonnes conditions. Mais ceux pour qui ils vont travailler là-bas, c'est qu'ils vont recruter, vont travailler dans quelles conditions? Non. C'est pour vous dire que nous avons beaucoup à faire. Moi, je veux bien. L'idée est géniale. Il faut qu'il y ait des inspecteurs du travail. Il faut qu'il y ait des contrôleurs pour s'assurer que les travailleurs dans des entreprises, dans des sociétés, sont vraiment dans des conditions qu'il faut. Que le code du travail est respecté. Je suis d'accord avec eux. Mais ils travaillent dans quelles conditions? Mais ceux-là, ils font un tout petit peu le même travail que l'IGF. Mais pourquoi les inspecteurs de l'IGF sont bien traités que... À me poser la question au gouvernement. Parce que le travail que fait l'IGF, c'est sur la manière de gérer. De gérer l'argent, mais là maintenant c'est dans la manière de gérer les personnels. La manière de gérer les Congolais. Les Congolais. Et le gouvernement n'accorde pas une importance à ça. Ça n'a rien à faire. Puisqu'elle voit dans quelles conditions, même l'inspecteur général du travail, dans quelles conditions, allez voir. Je vous ai donné un exemple. Posez la question au Premier ministre, au ministre du Travail, au ministre de la Fonction publique. Pourquoi lorsqu'il faut lancer les travaux, en ce qui concerne le travail, les inspecteurs du travail, en ce qui concerne les fonctionnaires, parce que je parle de fonctionnaires, ce sont les fonctionnaires qu'on va recruter. Mais il fallait carrément lancer les travaux à l'immeuble Kipo. Ou alors aller lancer les travaux à la 15e mairie. Là où se trouve la direction provinciale du travail de la ville-province de Kinshasa. Et donc, vraiment, c'est un échec d'avance. Bon, on peut dire. Je me dis, j'ai entendu qu'il y aura des primes, qu'il y aura... Parce que imaginez-vous, mon frère, vous payez à un inspecteur du travail 240 000 francs congolais pour solde de tout compte. Même si vous lui donnez une prime de 500 000, il arrive chez un employeur. Il arrive fatigué, transpirant. Mettez-vous à ma place. Il arrive fatigant, transpirant, avec des chaussures poussiéreuses. Et l'employeur le prend. Il le met dans des conditions telles qu'il est refroidi dans la minute qui suit. On lui propose un sucré bien froid. Et après, vous lui demandez quoi? On lui demande à la maison, ça va? Quelle serait la réponse? Quelle serait la réponse de l'inspecteur? Ça va? Et alors, maintenant, vous êtes venu pourquoi? Ah non, je viens pour voir. Non, ici ça va, il n'y a pas de problème, tout est bien, vous pouvez être tranquille. C'est la réponse. Et l'inspecteur n'a même pas objecté parce qu'il s'est dit avec ça, donc ici. Et après, on lui dit, bon voilà, vous avez votre transport, comme on l'appelle toujours, hein. Vous avez votre transport, bon, chaque fois que vous avez besoin de venir visiter notre entreprise, venez. Mais est-ce qu'il a fait le travail pour lequel il est parti? Il ne l'a pas fait. Je vais vous donner un exemple vivant. Allez à la CNSS. Fille mère du ministère du Travail, posez la question. Montrez-nous les contrats de travail de vos travailleurs, de vos agents. Il n'y en a pas. Je l'ai dit en connaissance de cause. Il n'y en a pas. Nous l'avons décrié depuis 2007. On a demandé alors que ça s'appelait INSS. Comment vous pouvez vous comprendre? Comment les travailleurs n'ont pas de contrat? Nous allons régulariser, nous allons régulariser, nous allons régulariser. Ça fait aujourd'hui combien d'années? 2007-2022. Rien n'a été fait. C'est pas normal. Pourquoi? Parce que les inspecteurs, quand ils arrivent là-bas, ils sont pris en charge. Pourquoi ils sont pris en charge? Parce que ils ne sont pas bien pris en charge par leur employeur qui est le gouvernement.
Mais les inspecteurs des finances, ils ont des frais de fonctionnement. Non, ils ont des frais de fonctionnement. Et ils ont des primes prévues par la loi. Mais elles n'ont rien. Et donc, brièvement, pour améliorer la situation des conditions des employés ou des agents de l'État, qu'est-ce qu'il faut faire de manière très concrète? Ce qu'il faut faire, il faut que le gouvernement et nous, les syndicats, que nous puissions nous mettre ensemble, qu'on définisse une politique salariale. Mais vous venez des assises de Bibois ici. Non, ça, ce sont des assises que nous sommes allés pour chercher à sauver les mêmes. Mais il faut ce qu'on appelait des états généraux. On se met ensemble, on réfléchit. Quel est le salaire à donner aux fonctionnaires pour que le gouvernement puisse attendre le résultat? C'est là le problème. Les états généraux pour la réforme de l'administration publique. Et pour aussi la politique salariale. Mettre en place une politique salariale qui permet aux fonctionnaires de vivre comme tout le monde, de vivre de son travail. Les fonctionnaires ne peuvent pas. Je l'ai dit lors de mon adresse au gouvernement. Les fonctionnaires se déplacent, viennent au travail. Ils viennent au travail pour l'État congolais. Mais ils viennent grâce au ticket que lui donne sa femme qui se débrouille dans les maléois, dans les ventes de pain. C'est là qu'il trouve les transports pour venir travailler pour le gouvernement congolais. Le fonctionnaire, quand il est malade, c'est sa famille qui doit se cotiser. Qui les prend en charge. Et lorsqu'il décède, c'est le quartier, le cahier circuit. Pour qu'on l'enterre. Alors que tout ça, c'est prévu dans la loi, que c'est à charge du gouvernement. Est-ce que vous trouvez ça normal, mon frère? Est-ce que c'est normal? Comment nous devons qualifier ça? Heureusement, le gouvernement Samalu Conde vient de signer une convention appelée ENICA avec l'ONG Lissungi pour la prise en charge en soins médicaux et en frais funéraires des agents et fonctionnaires. Nous attendons l'application. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'application sans faille de cette convention. Ceci n'exclut pas la grande couverture santé universelle prônée par les chefs de l'État pour toute la population. Mais ici, nous parlons du gouvernement comme notre employeur, qui a la charge de prendre nos soins médicaux, et qui doit nous donner les soins médicaux et qui doit nous enterrer. C'est ce que prédit la loi portant statut des carrières des services publics de l'État. Dernière question avant de vous libérer. Oui. Est-ce que ces pays peuvent se développer sans l'administration publique? Impossible. Sans l'administration publique requinquée, tout ce que le gouvernement peut faire, c'est zéro. Ça servira à rien. Ça sera votre dernier mot, Fidèle Kiangi. Merci beaucoup pour le temps que vous nous avez consacré. Je rappelle que vous êtes le président de l'INAP, l'intersyndicale nationale de l'administration publique. Merci beaucoup, M. le Président. Merci à vous aussi qui étaient nombreux pour nous suivre. Nous vous donnons rendez-vous pour les nouveaux numéros. Au revoir.